Alors, je salue mon recteur. Je ne suis pas sûre qu'il va être particulièrement heureux d'entendre la présentation, mais liberté académique oblige. Il va falloir qu'il m'écoute jusqu'au bout et qu'il sorte. J'espère que je n'aurai pas un avis disciplinaire demain matin. Alors, le cas qu'on va vous présenter, c'est un cas qui s'inspire d'une réalité vécue à l'UQO, qui est récente et qui, certainement, va faire écho un peu à la présentation de Marc d'il y a quelques minutes. La présentation, en plusieurs points, donc on va examiner ou définir ce que sont, selon nous, les principes fondateurs de l'université et examiner certains modèles qui expliquent pourquoi l'université se rapproche de son milieu, pour dire clairement pourquoi on introduit des socio-économiques au sein de nos organisations, pour ensuite examiner certains éléments de la loi sur l'UQ, la constitution du conseil d'administration sur une période de 10 ans, des éléments pertinents du règlement général 1 de l'UQ et le cas en tant que tel pour conclure sur quelques petites prescriptions qui seraient, je pense, très utiles. Alors, voici pour d'abord vous introduire ce que l'on entend par bicaméralité. Nous référons à un système politique en 2 chambres, donc un conseil d'administration qui, selon la loi, constitue l'instance, et l'instance académique supérieure, je vais m'en tenir à la lecture, ça va aller mieux. Donc, la commission ou le conseil des études ou le Sénat, selon le cas, ces 2 chambres exerçant des pouvoirs décisionnels complémentaires, en tout cas, en théorie. La collégialité, elle, renvoie à ce principe qui guide les actions d'un groupe de personnes, le collège, qui ont des statuts identiques et qui assument des décisions qui sont prises par la majorité. Donc, c'est essentiellement à ces principes que nous faisons référence, des principes que nous croyons qui sont fondateurs et que nous croyons essentiels pour le bon fonctionnement de l'université. Pour ce qui est des modèles maintenant, je vous trace d'abord un contexte. Graduellement, dans la modernité, la science est considérée comme le moyen d'atteindre des objectifs nationaux. On sort de la période noire. Et que les objectifs soient sociaux, militaires ou économiques, il y a effectivement une possibilité pour la science d'atteindre mieux ces objectifs. Le financement des universités dépend de plus en plus de la réalisation des partenariats avec l'industrie. La nouvelle gestion publique favorise l'investissement de capitaux publics et privés au profit de quelques universités prestigieuses. Je pense que Michel est capable de faire état de ça. Réduit le pouvoir collégial et crée une dépendance à l'égard de l'entreprise privée qui met en danger l'indépendance de l'expertise universitaire. Nous présentons ici 4 textes scientifiques qui illustrent l'évolution des conceptions de l'université entre 1972 et 2000. Bien que tous ces auteurs peuvent être situés dans le paradigme fonctionnaliste, et donc proches de préoccupations gestionnaires, leur représentation de l'université diverge passablement. Les 2 premiers textes dégagent une représentation de l'université ayant une forte autonomie institutionnelle, tout en identifiant déjà certaines menaces à l'autonomie universitaire, alors que les 2 autres textes dégagent une représentation de l'université comme orientée dans ses finalités et surtout ses moyens vers la communauté des affaires. Premier modèle théorique, c'est celui de la corbeille à papier ou du garbage can de Cohen, March et al. Donc, un modèle qui est une théorie comportementale de la prise de décision dans les organisations de type anarchie organisée, dont les universités constituent l'exemple type. Ce modèle est centré sur la compréhension des processus internes à l'organisation. Ce processus de prise de décision est imagé comme une corbeille, vraiment, à papier, où sont jetés solutions et problèmes au fur et à mesure, et la décision devient alors le résultat de l'interaction entre les problèmes, les solutions, les participants, les occasions de choix. Une conclusion importante de ces auteurs est que much of the process violates standard notions of how decisions ought to be made. On est vraiment dans l'anarchie. Nous en dégageons l'idée que d'importer ou d'imiter dans une université des pratiques et modèles développés pour des entreprises privées, comme le propose la nouvelle gestion publique, constituerait une erreur. Par ailleurs, les simulations effectuées avec le modèle suggèrent que plus l'université est soumise à des contraintes dans ses ressources, plus elle aura tendance à se hiérarchiser. Le deuxième modèle, qui a été d'ailleurs évoqué un peu plus tôt, c'est le modèle de la bureaucratie professionnelle. Alors que pour March et al.,
dans le modèle qui précédait, la hiérarchisation de l'université se produisait en contexte de restrictions budgétaires et d'autres types de ressources. Mintzberg, lui, en fait un phénomène permanent de l'université. La bureaucratie professionnelle de Mintzberg, telle l'université, est une configuration organisationnelle dont le centre opérationnel est composé de professionnels hautement spécialisés qui contrôlent leur propre travail et bénéficient de beaucoup d'autonomie. On y retrouve une bureaucratie professionnelle démocratique, collégiale, provenant de son centre opérationnel, qui est constitué de l'enseignement et de la recherche. Il y a également une bureaucratie mécanique, c'est-à-dire hiérarchisée, qui est composée du support logistique au centre opérationnel. La structure, décentralisée autant verticalement qu'horizontalement, est donc aplatie avec une fine ligne hiérarchique et une petite technostructure. La coordination n'est pas assurée par l'autorité de la fonction, mais par les compétences des professionnels. Dans ce modèle, l'administrateur a peu de pouvoir. Et dans ce type d'organisation, un contrôle technocratique trop important transforme la structure en bureaucratie mécanique, ce qui n'améliore pas le résultat du travail. Les auteurs suivants théorisent une université orientée vers certains acteurs sociaux et l'utilitarisme. Le modèle de Gibbons et Hall, qualifié ou appelé le mode 2, compare la production des connaissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il nomme le mode 1, à la production des connaissances d'aujourd'hui, qu'il intitule le mode 2, jugé préférable selon eux. En fait, les auteurs opposent les deux modes en 5 points. Dans le mode 1, les connaissances sont produites dans un intérêt scientifique différent du mode 2, lequel se situe dans un contexte d'application utile aux différents acteurs de la société. Les connaissances produites par structure disciplinaire dans le mode 1 se créent de façon interdisciplinaire dans le mode 2. Ce mode, le deuxième, apporterait de meilleurs résultats que la simple contribution de chaque discipline, de par la contribution de chaque discipline. L'homogénéité du mode 1 laisse place donc à l'hétérogénéité du mode 2. Les équipes qui sont changeantes et temporaires ne sont pas dirigées par une personne centrale et la protection des connaissances se fait sur d'autres sites que les universités et les collèges. Le mode 2 serait plus socialement responsable que le mode 1. Le travail des scientifiques et des technologues en contexte d'application en font des participants avertis. Finalement, le système de contrôle du mode 2 ne provient pas seulement de la revue par les pairs comme dans le mode 1, mais intègre également le social, l'économique et le politique. Monsieur Bernatchez, j'espère que vous vous êtes reconnu. Modèle de la triple hélice, dernier modèle que nous vous présentons avant le cas, c'est en fait en réaction au mode 2 de Gibbons qui, selon les auteurs que je n'arrive pas à nommer, là, mais selon qui, donc, le modèle de Gibbons n'explique pas la façon dont ces nouvelles connaissances sont transférées et n'explique pas non plus les relations entre les divers acteurs. Donc, le modèle de la triple hélice conceptualise les interactions qui se font par la négociation d'alliances et de partenariats pour mettre en branle l'économie du savoir ou dans lequel le développement des sciences et des technologies joue un rôle majeur pour le développement régional et la compétitivité des entreprises. Dans le modèle de la triple hélice, les infrastructures de la connaissance de l'État, de l'industrie et de l'université s'entremêlent. Leur liaison en réseau mène à des partenariats et des initiatives conjointes où chacun des acteurs assume le rôle de l'autre. Avec la superposition des hélices, les chercheurs universitaires commercialisent leurs technologies, gèrent conjointement des agences régionales de transfert, avec des chercheurs du milieu universitaire. Les chercheurs du milieu public exercent également dans le privé et avec les entrepreneurs travaillent dans des laboratoires universitaires. Bref, il y a une synergie là, qui se crée à travers toutes ces interrelations. Il y a une différence marquée entre les deux catégories de modèles présentés, les deux premiers par opposition aux deux seconds. Les théories des organisations élaborées durant les années 70-80 théorisent l'université comme une organisation qui a sa propre logique, une logique qui est autonome. Lorsque cette autonomie est contrainte de l'extérieur, elle tendrait donc à générer une hiérarchisation de son fonctionnement.
Les deux derniers modèles de production des connaissances des années 90-2000 sont pour leur part axés sur la transdisciplinarité et les partenariats, ce qui est tout le contraire de la bureaucratie professionnelle. Le contrôle sur les universitaires est très présent dans les modèles de production des connaissances, mais il est très limité dans la configuration de Mintzberg. Ce nouveau management amène quelques dilemmes dans les bureaucraties professionnelles: représentativité démocratique, efficacité organisationnelle, structure intégrée et parallèle, influence interne et externe dans des décisions institutionnelles, centralisation et décentralisation. Bref, il y en a pour tout le monde. Ces dilemmes semblent se résoudre de plus en plus aux dépens de l'autonomie universitaire, comme nous l'illustrons dans le cas suivant. D'abord, il faut placer certains éléments, question de comprendre le contexte législatif de l'UQ et des constituantes, évidemment, qui le composent. Donc, la loi sur l'Université du Québec, qui est la loi constituée des constituantes de l'UQ, signale dans son article 32 que les droits et les pouvoirs de l'université sont exercés par un conseil d'administration, et ça se poursuit sur la prochaine page. Un conseil qui est constitué de 16 personnes, dont les suivantes: le recteur, 2 personnes qui exercent une fonction de direction, et il y a au moins une de ces personnes-là qui doit avoir une fonction de direction d'enseignement ou de recherche. Ensuite, viennent 3 professeurs, 2 étudiants, une personne chargée de cours, qui ont des mandats qui varient. Ensuite, on a une personne qui représente les collèges d'enseignement desservis sur le territoire desservis par la Constituante. Et nous avons aussi 5 personnes qui sont nommées pour 3 ans qui, en théorie, à tout le moins, comme on verra tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait le cas, représentent les milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail. Ensuite, vient une personne diplômée qui, à son tour, est aussi nommée pour représenter les diplômés de l'institution. À part du recteur, évidemment, qui, lui, est d'office en poste, les autres personnes ont des mandats qui sont définis dans le temps, qui peuvent être de 2 ans pour les étudiants ou de 3 ans pour les autres personnes. Autre élément pertinent, ce sont les articles 33, 34 et 36. L'article 33 nous dit que les mandats des personnes visées au paragraphe B à F, c'est-à-dire tout le monde sauf le recteur, ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois. On comprend donc qu'au maximum, une personne siège 6 ans et 4 ans si on est un étudiant. À 34, on apprend que tout membre visé par les paragraphes B et C de l'article, c'est-à-dire donc les profs et les cadres et les personnes chargées de cours et les étudiants, cessent de faire partie du conseil s'ils perdent qualité, c'est-à-dire s'ils ne sont plus étudiants ou encore s'ils ne sont plus employés ou encore s'ils ne sont plus cadres. Toujours, évidemment, exception faite du recteur parce que le recteur est visé par l'alinéa A. À l'article 36, on voit que, sous réserve des articles 35 et 36, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs, nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés. Okay? Donc, si quelqu'un... tant et aussi longtemps qu'un remplaçant n'est pas nommé, la personne reste en poste. C'est ce que ça veut dire. Concrètement, donc un petit retour, le pouvoir du conseil d'administration est absolu, on l'a vu dans la loi, et une part importante de ce pouvoir, 43,75 %, est exercée par des administrateurs externes. On a vu précédemment pourquoi on a introduit des administrateurs externes. Et il est important de le signaler, ce sont des administrateurs qui sont cooptés par la direction. Et si on reprend le tableau ici, les membres internes non indépendants, c'est-à-dire le recteur et les 2 cadres, ces 3 personnes, ça représente 18,75 % du partage des droits de vote. Les membres internes que je qualifie d'indépendants parce qu'ils sont à distance du droit de gérance, donc les 3 professeurs, 2 étudiants, une personne chargée de cours, 6 personnes au total, constituent 37,5 % du partage du droit de vote. Et finalement, les membres externes, indépendants, mais cooptés par le recteur, donc représentants des collèges, 5 socio-économiques, une personne diplômée, 7 personnes au total, 43,75 % du total. Je suis des droits de vote.
je suis comptable, je ne peux pas m'empêcher de faire l'addition et constater que dans les constituants de l'UQ, 62,5 des voix sont, à toute fin pratique, gagnées au projet de la direction, dans la mesure où la cooptation génère très certainement des atomes plus crochus. Et d'ailleurs, ça se vérifie quand on regarde les PV, mis à part certains aménagements ou certaines modifications dites amicales, il est rare, sinon absolument impossible, d'observer qu'un membre socio-économique, un diplômé ou encore le représentant des cégeps s'oppose à un projet de la direction. Je ne veux pas dire que c'est des mauvais projets, mais il n'y a pas d'opposition. Par ailleurs, la loi sur l'UQ, évidemment adaptée au contexte de l'UQO, là j'ai oublié, mais je vais vous lire, sur le site de l'UQO, voici comment se présente le conseil d'administration sur son site. On nous dit le conseil d'administration est l'instance suprême de l'université. On paraphrase un peu la loi sur l'UQ. Il exerce les droits et pouvoirs que lui confère la loi et les règlements généraux de l'UQ. Et il est à même d'établir des règlements concernant la régie interne, la nomination et les fonctions des membres, la gestion des biens et l'étendue des pouvoirs du comité exécutif et la durée du mandat de ses membres. On dit aussi que le conseil d'administration peut également adopter toute politique, procédure, règle ainsi que tout protocole qu'il juge nécessaire ou utile au bon fonctionnement de l'université. Le conseil institue aussi 2 comités. Comité de vérification, comité d'éthique et de déontologie. Les membres internes sont par règlement exclus de ces comités, même s'ils en ont l'expertise, ce qui n'est pas le cas notamment à l'UQTR. Parole de mon collègue devant moi. De 2005 à 2015, voyons à quoi ressemble le conseil d'administration. Vous retrouvez les mêmes 3 groupes que tout à l'heure, c'est-à-dire les membres internes non indépendants, les membres internes indépendants et les membres externes indépendants. Les couleurs expriment la longévité des mandats. Donc, plus c'est foncé, plus ça veut dire qu'on est là longtemps. Et même, pour être sûr qu'on comprenne bien, j'ai mis le chiffre dans le rectangle. Donc, par exemple, le recteur, sur la période 2005-2015, c'est-à-dire de toutes ces années-là, c'est 10 ans qu'il est en poste et c'est normal, on s'entend. Par opposition, évidemment, à d'autres mandats qui sont beaucoup plus courts, comme ici, 1 an, c'est de valeur, parce qu'il y a des nuances qui sont moins évidentes, là, mais c'est cette idée. Quand vous voyez un V, ça veut dire que ce sont des années où un poste est vacant. OK? Alors, ça, c'est pour l'explication du tableau. Maintenant, je vais le commenter. Il est normal que le recteur soit administrateur pendant 10 ans, puisque le mandat d'un recteur n'est pas assujetti aux mêmes dispositions que les autres administrateurs. Il siège d'office. Le poste réservé à une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de recherche à l'UQO a toujours été occupé par le VRAIR. Ce qui arrive ici, c'est qu'on a un changement de VRAIR. Mais le VRAIR qui a occupé le poste 7 ans pendant la période 2005-2015, a dans les faits occupé le poste pendant 15 ans, c'est-à-dire pendant ces 3 mandats de VRAIR. Si j'avais étendu un peu mon intervalle, vous auriez vu 15. Le poste réservé à une personne occupant une fonction de direction autre est toujours occupé par le VRAIR. Ça se vérifie dans les PV du CA de l'UQO. Encore là, si ça change à quelque part entre 2010 à peu près, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive au poste de VRAIR. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle direction qui s'installe, mais plutôt parce que la personne qui occupait le poste de VRAIR a changé. Sachez qu'à l'UQO, il y a 4 postes de cadre supérieur et on retrouve finalement 3 de ces postes-là au sein même du conseil d'administration avec, évidemment, des droits de vote. Le 4e poste de cadre supérieur, c'est le secrétaire général. Et bien, lui, il accompagne le conseil d'administration dans ses délibérations. Le groupe des membres internes indépendants. Au cours de la période 2005-2015, aucun des membres internes indépendants, soit donc les profs, les étudiants ou chargés de cours, n'a siégé plus de 6 ans. De fait, la longévité est très courte chez les étudiants. Vous voyez, un peu plus longue chez les personnes chargées de cours et légèrement plus longue chez les professeurs. Aussi, les étudiants et les personnes chargées de cours connaissent des périodes de vacances plus que tout autre groupe.
Des vacances sont aussi observées au sein du groupe socio-économique un peu plus bas, mais ce sont plus des décisions de la direction de ne pas présenter des candidatures au Conseil des ministres que le fait qu'il n'y ait pas personne qui soit intéressé. Sur le dernier groupe maintenant, il importe de signaler que le représentant des collèges, qui est en poste depuis 2007, donc, et qui est toujours en poste d'ailleurs après 8 ans, il est en fait un directeur général à la retraite d'un collège local. Sans commentaire. À l'UQO, les socio-économiques ne sont pas associés au milieu particulier que stipule la loi. Personne n'est capable de dire qui représente le milieu social, le milieu culturel, le milieu des affaires et le milieu du travail. En fait, on a plus l'impression qu'ils représentent à peu près tous le même milieu. Dans les faits, lorsque j'ai posé la question au secrétaire général au printemps 2013, parce que je siège moi-même au conseil d'administration, il a affirmé que personne ne se préoccupait de ces classifications-là. Donc, on ne s'en préoccupe pas. Dans l'ensemble, le pouvoir conféré au conseil d'administration, instance suprême, rappelez-vous, est pour l'essentiel exercé par un noyau constitué des mêmes personnes pendant plusieurs années. Et ces personnes sont évidemment des membres de la direction, mais aussi des membres externes, indépendants, cooptés par le rectorat, dont la qualité au sens législatif du terme n'est jamais vérifiée. Comment cela se peut-il, considérant que l'article 33 nous dit que les gens ne peuvent pas être renouvelés plus qu'une seule fois, ou encore que les gens doivent cesser de faire partie du conseil d'administration dès qu'ils perdent qualité? Bien, c'est très simple. La réponse se retrouve dans l'article 36. Les membres continuent de faire partie du conseil d'administration jusqu'à la nomination de leur successeur, nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés. Donc, si on ne demande pas au ministre de nommer un successeur, bien, il n'y en aura pas de successeur et la personne peut rester en poste. Ça a été le cas d'ailleurs de la direction académique et j'ai posé moi-même la question au recteur de l'époque, comment se fait-il qu'une personne peut être en poste 15 ans? La réponse a été, bien, il suffisait de ne pas demander à le remplacer. Donc, je vous amène maintenant sur le règlement général 1 de l'UQ qui nous donne les grandes lignes. Oh boy! Vous n'êtes pas sérieux, vous, là? Hein? OK. Donc, le règlement général numéro 1 de l'UQ, c'est définir la commission des études et en fait, je peux emprunter un peu à la présentation précédente pour rappeler que c'est un mandat qui est académique, évidemment avec aussi les nuances que vous avez faites, tout est académique, même les terrains bâtiments. Bon, alors je passe rapidement là-dessus. Et l'étude de cas qui nous occupe, c'est celle de la modification d'un règlement, un règlement qui est, à mon sens, très académique, puisqu'il est un règlement qui vise justement à définir les mécanismes pour la consultation des postes de vice-recteur enseignement-recherche, de doyen des études de la recherche et aussi d'un autre vice-recteur adjoint que l'on a, puisqu'on a un campus à Saint-Jérôme. Donc, un règlement très important. Je vous amène tout de suite au contexte. Donc, en 2013, il y a une insatisfaction grande envers le recteur. On a vécu difficilement le printemps 2012 à l'UQO. Je vous épargne les détails. Et au printemps 2013, on a eu un concours pour le poste de vraie qui s'est très mal passé. Et il y a évidemment des insatisfactions qui ont été exprimées à la commission des études, par les professeurs notamment, pour dire que le règlement relatif à la consultation, il est tout sauf transparent. Il n'assure pas du tout que la voix des professeurs et des autres groupes qui sont consultés, mais essentiellement des professeurs, soit respectée dans la désignation des cadres académiques. Le recteur de l'époque dépose un projet de modification de règlement en décembre 2013, à la suite donc de l'expression de cette insatisfaction. Le syndicat des professeurs de l'UQO, que je préside, on va mettre mes couleurs,
Le 27 janvier 2014, l'Assemblée générale du syndicat donne un avis défavorable, unanime, à l'égard du projet du recteur. Un projet qui est considéré comme étant absolument opaque et irrespectueux des principes de cogestion. Certains départements avaient aussi transmis des avis au recteur pour dire qu'ils étaient absolument en désaccord avec ce projet. En dépit de cet avis, le 6 février 2014, à la commission des études, le recteur d'alors décide qu'il dépose quand même son projet initial pour le faire adopter par la commission des études. Et là, je vais vous lire quand même. Le recteur mentionne qu'il est de... C'est un PV que je vous lis, OK? Le recteur mentionne qu'il est de son devoir de recommander une position au conseil d'administration. Parenthèse, il entend donc faire adopter son projet tel qu'il l'avait déposé en décembre 2013. Le recteur répète qu'il lui appartient de transmettre les recommandations de la commission auprès du conseil d'administration. Dans le présent cas, il fait savoir qu'il accompagnera la résolution de la commission d'une recommandation personnelle. Il explique que ce sont les lois, il y en a qui régissent le pouvoir des instances. Bref, il décide qu'il va de l'avant avec son projet opaque qui, évidemment, ne fait pas du tout l'affaire des membres de la commission des études. Il y a eu un petit coup d'éclat parce que quand le recteur a déposé son projet, il n'y a pas eu d'appuyeur. Le projet n'a donc pas pu procéder. 10 avril 2014, évidemment, on est un petit peu dans un domaine dilemme. Un comité se crée, un comité de la commission des études se crée pour réviser le projet du recteur. Là, on vit un moment où il y a un changement au sein du rectorat, ce qui laisse présager que peut-être on va avoir un règlement qui ressemble davantage aux aspirations du corps professoral. Le 19 mars, la commission des études, 19 mars 2015, donc presque un an plus tard, la commission des études adopte en effet un projet de règlement qui ouvre sur la désignation des membres qui vont constituer le comité de sélection par les divers groupes, qui assure la divulgation des résultats de la consultation. Et je vais lire le procès-verbal, pas le procès-verbal, mais la suite et fin. Des membres remercient le recteur, sachez que c'est le nouveau, c'est celui qui est là, pour son écoute et sa grande ouverture à la transparence. Ça, c'est la commission des études. Mais évidemment, l'instance suprême, c'est le CA. Fait que pour que ce projet de règlement-là prenne vie, il doit être approuvé par le CA. Alors, on arrive au CA. Rappelez-vous, 60% du droit de vote qui est pas mal entre les mains des cadres et des socio-économiques. Donc, au CA, d'abord, sachez que le règlement qui va être adopté ressemble presque ligne pour ligne au règlement initial qui a été déposé en 2013. Les membres socio-économiques, notamment, ont été outrés de voir que le projet a été modifié. Je vais vous lire certains extraits du PV. Une membre estime qu'en vertu du rôle et des responsabilités de la commission des études et du conseil d'administration et à la lumière de la loi sur l'UQ, c'est le conseil qui détient le rôle primordial dans l'embauche des cadres supérieurs et l'adoption des règlements. Le conseil prend avis de la commission, mais prend la décision définitive. À un autre moment donné, on nous dit, bien, finalement, il n'aurait pas dû nous proposer ou nous faire des commentaires, il y avait juste à nous dire qu'il était favorable ou défavorable. On ne voulait pas avoir des modifications. Et clairement, les termes qui sont employés, c'est cette idée qu'il est de la responsabilité donc, des gestionnaires de nommer les personnes qui vont occuper les postes académiques. On comprend donc qu'il y a une... oui, je vais dire comme ça. Il y a une mainmise sur ce qui est fondamentalement académique, c'est-à-dire des postes qui ont un impact sur l'orientation de l'enseignement et de la recherche et évidemment sur le développement du corps professoral, une mainmise par des membres socio-économiques qui décident que finalement, il leur appartient à eux de décider et la commission des études, dans le meilleur des mondes, elle pourrait simplement se contenter de donner un avis. Oui. Là, moi, j'ai attendu toute la journée. Hein? Alors, il me reste deux choses.
Le cas illustre la hiérarchie que l'on a observée un peu partout, hein, ce n'est pas une nouvelle, et évidemment, contrôle des orientations de l'université par des membres qui sont externes. Pour nous, évidemment, ça signifie que la collégialité et la bicaméralité sont en danger. Mais on ne s'est pas arrêté non plus à penser que tout allait mal. On s'est dit peut-être qu'il y a des solutions. Alors, nous affirmons le besoin de maintenir la bicaméralité et la collégialité et de maintenir le rapprochement avec le milieu. Toutefois, on pense que 3 interventions peuvent contribuer à atteindre cet objectif qui, au départ, ou ces 2 objectifs qui, au départ, ne sont peut-être pas absolument conciliables. Une première intervention, qu'on pourrait qualifier d'administrative, interpelle le secrétariat aux emplois supérieurs. Nous croyons que le secrétariat aux emplois supérieurs, qui est un organisme qui relève du Conseil des ministres, doit assurer une surveillance étroite des mandats des administrateurs. Le secrétariat devrait vérifier régulièrement la qualité juridique des administrateurs et la durée effective de leur mandat afin d'assurer le respect de la loi sur l'UQ. Comme nous l'avons vu dans le cas étudié, il est contraire à l'esprit de la loi qu'un membre de la direction, autre que le recteur, puisse demeurer en poste plus de 6 ans ou encore que des administrateurs externes ne représentent pas à tout moment pendant leur mandat les divers milieux que le législateur a pris le soin d'énumérer dans la loi. Une seconde intervention, syndicale cette fois, consiste à mettre en place des moyens qui assureront que la voix collective des professeurs soit portée dans les instances par des représentantes et des représentants qui les représentent réellement. Enfin, nous suggérons que la bicaméralité est minée en raison du pouvoir qui est conféré au conseil d'administration et que pour corriger cette situation, une intervention législative pourrait être intéressante. Cette intervention viserait à répartir les juridictions, les pouvoirs entre la commission des études et le conseil d'administration. D'ailleurs, partant de l'idée que le rapprochement ne requiert pas a priori que, par ailleurs plutôt, partant de l'idée que le rapprochement avec le milieu ne requiert pas a priori que les membres socio-économiques soient administrateurs, et encore moins qu'ils aient avec la direction la balance du pouvoir, nous proposons que les rôles des socio-économiques soient révisés afin d'en faire des observateurs avec droit de parole au lieu de leur accorder un rôle de décideur. Vous savez, je n'ai jamais fait dans la dentelle. J'ai 2 questions. Premièrement, vous disiez tout à l'heure que les membres socio-économiques sont nommés par le recteur. Cooptés. Cooptés, désolé, par le rectorat, mettons-le. Puis dans le fond, ils agissent pas mal de concert avec le rectorat. Mais là, ici, est-ce que vous pensez que les membres socio-économiques, dans le cas que vous décrivez, est-ce que vous pensez qu'ils ont agi par orgueil ou par concertation? Deuxièmement, désolé, c'est une grosse question, je le sais. Orgueil là, mais... ou concert, je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Allez-y avec la deuxième, ça va me donner le temps de réfléchir. C'est ça. Mais par concertation, je veux dire que comme c'est facile de s'imaginer que, OK, on vous écoute à la commission des études où est-ce que, de toute manière, vous n'avez aucun pouvoir. Puis par la suite, ben, lorsqu'on s'en va au CA, ben là, on fait juste tout débarquer le projet. C'est un peu à ça que je peux réfléchir aussi. Puis deuxièmement, la deuxième question, c'est, tantôt, il y avait Mme Bourque qui faisait sa présentation de comment ça fonctionnait en France, puis elle a présenté 2 modèles, où est-ce que les membres dits socio-économiques, entre guillemets, sont là pour faire la microgestion, ce que j'ai l'impression que c'est le cas ici, mais aussi le cas du prestige. Ils sont là pour le prestige. Est-ce que vous pensez qu'à l'Université du Québec, ou dans le cas québécois, en général, les universités québécoises, est-ce que les membres socio-économiques aussi prennent prestige ou se soucient dans l'image qu'ils ont là-dedans? Vous pourrez pas en deuxième question avant la première pour vous laisser du temps. Il faut que je commence par la première? Aucune? La deuxième, oui, OK. Bien, je ne sais pas si on peut généraliser. Je me rappelle là, les interventions de Mme Bissonnette dans Le Devoir il y a 2 ans, là, quand, et elle parlait là, des CV, et puis je ne me souviens plus, il y avait une expression là, qui avait été utilisée. Fait que je pense que dans le cas de l'UQAM, on pouvait peut-être parler davantage de l'aspect prestige, parce que ce qui était mis de l'avant, ce n'était pas la bonne gouvernance, malgré tout ce qu'on peut en dire du mot gouvernance, mais c'était plutôt les CV des personnes qui constituaient le CA de l'UQAM.
À l'UQO, c'est, je pense, très différent. Je pense qu'on a des membres socio-économiques, probablement pas tous, parce qu'il y en a qui sont en poste depuis moins longtemps, qui tentent d'aller aussi loin que dans la constitution du règlement, un règlement qui, qu'on le veuille ou pas, qui est un règlement très académique. Pour la première question, je ne suis pas sûre de répondre. En tout cas, vous m'avez donné juste 2 choix de réponse. J'aurais aimé ça en avoir. Fait que j'aurais le goût de vous dire aucune de ces réponses. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je ne le dirai pas parce que je vais me retrouver peut-être dans une situation un peu difficile. Mais je pense qu'il y a certainement de la concertation, mettons. Soyons polis. Il y a probablement de la concertation entre les gens. En fait, pour vous dire, j'ai franchement l'impression qu'il y a 2 CA. Il y en a un qui se passe avant la séance officielle et ça change beaucoup la donne. Bon. Mais c'est vraiment une impression. Un commentaire et pour faire sur ce que vous avez dit à propos de notre maître à penser, Henry Mintzberg, qui est de McGill d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le croisez des fois, mais vous le saluerez de notre part. Et les présentations antérieures. On a beaucoup évoqué Mintzberg, le modèle de la bureaucratie professionnelle. Hein. C'est ce que nous avons connu, c'est ce que nous souhaitons à certains égards qui demeure, donc la prédominance, ou du moins le rôle aussi important que jadis du caractère collégial de l'organisation, ce qui distingue l'hôpital universitaire et l'université, les autres types d'organisations. Mais on a parlé beaucoup de bureaucratie mécaniste. Ça, c'est la standardisation des procédés. Ça existe un peu dans les universités, mais pas tant que ça. Et je vais aller brièvement à ce que je veux dire. C'est quand on observe la centralisation. D'accord? C'est ce qui est à l'œuvre dans les universités. Ce sont des modes de coordination dont il s'agit. Hein. Pour ce qui est de l'université, c'est la standardisation des compétences, donc la formation doctorale dans tous les sens du terme, et la base, la coordination dans ces types d'organisations. Un professeur sait quoi faire dans une classe, un médecin sait quoi faire ou une infirmière dans un hôpital. Quand on arrive avec la standardisation des procédés, c'est qu'on standardise ce qui se passe. C'est vrai dans les hôpitaux, mais beaucoup moins dans les universités. Par contre, le mécanisme dominant, le type d'organisation selon Mintzberg, où domine la centralisation, et c'est là le lien avec ce qui précédait, c'est l'entreprise, l'organisation entrepreneuriale. Dans une PME typique, celui ou celle qui détermine ce qui se passe, c'est le numéro 1, c'est le propriétaire, c'est le dirigeant. Et c'est exactement ce que tu viens de nous dire, Louise. Et c'est une, pour prendre le terme de quoi c'est le terme que tu as employé, c'est quoi? C'est une déformation ou une déformation vers le monde entrepreneurial, ce qui est un autre type de risque, mais peut-être aussi grand, sinon davantage. Et c'est ce qu'on observe. Donc, je voulais simplement mettre ça au cœur de nos réflexions, parce que ce qui est à l'œuvre maintenant, c'est qu'on retire du collège des pouvoirs qui lui étaient dévolus jadis au profit de gens qui sont au centre, mais en même temps qui sont à l'extérieur de l'université, donc qui imposent forcément par expérience, voudrais-je dire, ce qui se passe dans les organisations privées. Donc, que ce soit de l'orgueil, de la mauvaise foi, c'est pas important. Ouais. C'est qu'ils prennent les décisions de ce qu'ils voient comme étant la bonne manière de procéder. Merci. C'est tellement mieux dit que ce que j'aurais pu faire. D'autres? Oui. Un petit instant. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'il semble qu'il y a eu au moins 2 universités où, au printemps dernier, le conseil d'administration semble avoir, en tout cas, ça s'est passé à l'UQAM, où on a passé outre des décisions de la commission des études. Alors, je voulais savoir si c'était une tendance dans le réseau où le CA s'octroie des pouvoirs, en tout cas, où ils font fi donc de décisions prises par la commission des études. Oui, jusqu'ici, c'est juste des avis. Hein? On comprend que ce n'est pas une instance décisionnelle, d'où l'importance de séparer ces 2 chambres-là, mais aussi les juridictions qui sont les leurs. Est-ce que c'est une tendance? Je pense que le temps va nous le dire. C'est comme l'histoire, on ne sait pas. Mais c'est à suivre. Parce qu'effectivement, c'est inquiétant. Et il y a des parallèles à faire. Même si les réalités dans les constitutions sont différentes, il y a des choses très certainement. C'est pour ça qu'on doit continuer à se parler, parce que les cadres, eux, se parlent. On le sait.